Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Aujourd'hui je reçois L'Obscur, qui est le créateur de la chaîne YouTube Fils de Bulle. Pourquoi Fils de Bulle? Eh bien parce que c'est une chaîne qui parle en fait de bande dessinée, et je trouve que son contenu est très intéressant parce que, un peu comme pour Game Focus qui parle de ciné et que j'avais interviewé il y a quelques semaines, L'Obscur essaie sur sa chaîne de pas juste être dans une démarche superficielle par rapport aux œuvres dont il parle, et donc il se limite pas à un commentaire esthétique ou narratif, et il va aussi mettre en avant des considérations un peu techniques sur la BD, et je trouve ça cool. D'ailleurs j'ai posé surtout des questions sur cet aspect-là dans l'interview, donc après coup L'Obscur m'a aussi cité ses 3 BD du moment, que je vais vous donner tout de suite. Il s'agit de La couleur des choses, de Martin Panchaud, Les Pislis, de Jérémy Moreau, j'espère avoir bien prononcé le nom, et Mon ami Pierrot, de Jim Bishop. Vous verrez qu'en plus de la BD, on a aussi parlé un peu de politique, parce que la politique s'invite dans beaucoup de sujets et la BD n'y fait pas exception. Et enfin, on a parlé de création de contenu et de YouTube, puisque c'est par le biais de la plateforme qu'on s'est rencontrés avec L'Obscur. Et donc, sans plus attendre, voici le Fils de Bulle. Alors L'Obscur, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Comme toujours dans ces formats interview, je te l'ai dit d'ailleurs en off, je t'aurais présenté dans l'intro, mais ça m'intéresserait de savoir comment toi tu te présentes, c'est quelque chose que je fais en général, je demande aux personnes que j'interviewe de se présenter, d'ailleurs je l'avais fait récemment avec Guim, que tu connais bien. D'ailleurs lui, comme toi, je vous connais tous les deux à travers YouTube, puisque tu as une chaîne donc, qui s'appelle Fils de Bulle, sur laquelle tu parles de bande dessinée et des sujets connexes qui s'invitent dans le monde de la BD. Et donc, double première question là-dessus, est-ce que tu as des choses à ajouter dans cette brève présentation, et aussi peut-être, pour commencer, pourquoi ce pseudo, L'Obscur? Ça vient d'où ça? Je me présenterai simplement comme un vidéaste BD non légitime. Non légitime parce que, en réalité, même si mes spectateurs ont l'impression du contraire, j'y connais pas grand-chose en bande dessinée. C'est juste que j'essaye d'apprendre par moi-même. À chaque vidéo, je découvre des nouvelles choses et j'essaye de les partager avec mon public. Et concernant mon pseudo, c'est parce qu'à la base, je faisais du rap et c'est mon pseudo de rappeur. C'est la contraction de love pour l'amour et de scur pour l'obscurité. Ok, amusant. Amusant. Tu fais toujours du rap ou pas du tout? Non, j'ai arrêté pour me consacrer à YouTube et pour faire des vidéos sur la bande dessinée. Ok, mais même pas J'en comme fais plus ça. du tout du Ah rap. ouais, du tout, du tout? Non, j'ai plus le temps maintenant. Maintenant, il faut que je lise des BD, que je fasse des reviews de BD, que j'écrive mes scripts, que j'enregistre, que je monte. J'ai plus du tout le temps de faire du rap. Ok, très bien. Du coup, donc j'ai mentionné Guim il y a quelques instants, qui a une chaîne YouTube Ciné et qui est venu dans l'interview aussi, mais qui participe aussi à ta chaîne Fils de Bulle. Pourquoi tu as décidé d'avoir plusieurs voix off? La raison, elle est simple. Les premières fois où je me suis enregistré, je me trouvais très chiant. Je trouvais que j'avais une très mauvaise élocution, que j'étais pas agréable à écouter. Et donc, j'ai fait appel à mes amis. Donc, il y a Game Focus qui a une chaîne de cinéma. Il y a Pete et il y a Nam qui m'aident pour les voix. Et je leur ai demandé de l'aide tout simplement parce que je me trouvais chiant à écouter. Et je les trouvais plus agréables. Ok, ça nous amène justement à une question connexe. Depuis quelques temps, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on t'entend, on entend beaucoup plus ta voix à toi sur la chaîne. Par contre, on voit toujours pas ta trogne. Et tu m'as demandé aussi à ce qu'on te voit pas dans cette interview, parce que là, on l'enregistre avec des caméras, mais sur le produit fini, il y aura pas de caméra, enfin, il y aura pas de webcam. En plus de ça, on vient aussi d'en parler, mais donc t'as un pseudonyme. Pourquoi cette volonté d'anonymat? Il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est parce que je suis pas du tout à l'aise avec mon image. Déjà que j'avais du mal avec ma voix, alors en plus, me montrer à la caméra, c'était pas évident pour moi. Mhm. D'autant plus que si je fais participer mes amis pour qu'ils fassent les voix, faudrait qu'ils se filment aussi pour que ce soit cohérent, donc c'est un peu compliqué. Et la deuxième raison qui est plus philosophique, c'est parce que je veux mettre plus l'emphase sur les œuvres que je présente, plus que sur ma personnalité à moi. Parce qu'en fait, qui je suis, à quoi je ressemble, au fond, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les œuvres que je présente. Hmm. C'est marrant que tu dis ça parce que du coup, en préparant cette interview, ça m'a fait réfléchir à ma propre chaîne et à ma propre expérience de la question. Parce que moi, j'ai fait le choix inverse de toi. C'est que moi, il y a ma gueule, il y a mon nom, c'est mon vrai nom, Noé Jacomet, hein, c'est pas un pseudo. Il y a ma tronche, voilà. Mon identité est complètement publique sur ma chaîne. Et alors, il y a une raison que je connaissais déjà, en fait, en y réfléchissant, je savais déjà pourquoi j'avais fait ça, c'était qu'en fait, l'anonymat, l'inconvénient de l'anonymat, c'est que parfois tu te permets d'être un peu agressif. En tout cas, moi, je suis comme ça. Quand je suis anonyme sur Internet, je suis pas forcément toujours très sympa. Et je me suis dit, en fait, en n'étant pas anonyme, en te forçant à mettre ta tronche et ton vrai nom, tu vas aussi te forcer à être respectueux et constructif. Donc ça, c'était le point positif. En revanche, en préparant cette question pour toi, je me suis rendu compte, et c'est un peu ce que tu disais là, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros inconvénient au fait d'être public,
c'est que du coup, effectivement, les gens vont parfois se focaliser sur le messager, c'est-à-dire moi, ma personne, plutôt que sur le message. Et tu vois, ça m'est arrivé sur deux, trois vidéos que j'ai faites, qu'on décrédibilise mon propos, pas tellement sur le fond de ce que je disais, mais par rapport à qui je suis, tu vois. Genre, par exemple, il y a une vidéo où je parlais d'excision en mal. Je disais que l'excision, c'était une vidéo qui parlait d'éthique, on va pas rentrer dans le détail. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, d'où tu parles de ça, toi qui es blanc, voilà, t'as un complexe du sauveur occidental, tu vois. Or, si on n'avait pas vu ma tronche, la personne n'aurait pas nécessairement pu savoir que j'étais blanc. Donc voilà, c'était une petite digression, mais tu vois, je me suis rendu compte, et c'est ce que tu disais là, qu'effectivement, il y a cet inconvénient-là que certaines personnes vont se focaliser sur toi plutôt que sur ce que tu racontes, quoi. C'est vrai, mais par rapport à ce que tu dis, il y a aussi autre chose. Tu dis qu'on te critique par rapport au messager, mais ça reste vrai pour moi, même malgré l'anonymat, parce que le fait que, en fait, souvent on me dit, t'es qui pour juger les œuvres? Parce que je suis ni dessinateur, ni auteur de BD, ni artiste, et rien que ce fait-là, même si on voit pas qui je suis, ça rebute quand même certaines personnes. Ok. Ouais, effectivement. Mais au final, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est aussi basé sur ton identité en tant que non créateur de bande dessinée. Alors qu'en fait, l'important, c'est pas le messager, c'est son message. Mais oui, ok, je comprends ce que tu dis. Et il y a quand même un autre avantage à l'anonymat. Je fais des vidéos où je critique les BD de youtubeurs. Et je sais très bien que si je sors une BD sous le pseudo L'Obscur ou Le Fils de Bulle, il y a des gens qui vont cracher sur la BD juste par principe parce que ça les fait marrer de me faire subir la même chose. Et avec l'anonymat, en fait, je peux sortir la BD sous mon vrai nom ou un autre pseudonyme, personne ne saura. Et la BD pourrait être jugée pour ce qu'elle est vraiment et pas comme une BD de youtubeur ou la BD du Fils de Bulle. Hmm. Et donc, on peut supposer que c'est potentiellement un projet que tu as. Il y a des choses qui se préparent. Ok, très bien. J'en dirai pas plus. Ouais, je me doute. Euh, et alors, sans dévoiler trop de choses, parce que du coup, comme on vient de l'évoquer, tu es attaché à ton anonymat, mais sans dévoiler trop de choses, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Je crois que tu as étudié la philo, ce qui n'est pas hyper commun. Comment on passe de la philo à la bande dessinée? Question d'ailleurs que je pourrais aussi poser au précepteur si je l'ai dans le podcast un jour. Je fais donc une licence de philosophie et un master de philosophie. Donc je suis maître en philosophie, ce qui est plutôt la classe. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec la bande dessinée. Mais l'avantage que la philosophie me donne pour parler de bande dessinée, c'est que je suis habitué à jongler avec des concepts, à aller au fond des choses, à essayer de creuser, voire à lire des textes qui sont un peu imbitables, parce que les livres sur la théorie de la bande dessinée, en général, c'est pas super agréable à lire. Et avec mon bagage philosophique, ça me permet de lire ce genre de livres sans trop criser. Tu aurais des recommandations là-dessus? Parce que donc, moi, je suis très, très profane en bande dessinée, ça m'intéresse, mais vraiment, je suis ça de loin. Et est-ce que, moi, j'ai remarqué, et c'est ce qui me plaît sur ta chaîne, c'est qu'il y a une approche justement sur les réflexions techniques sur la bande dessinée. Et justement, avant de parler de certains sujets que tu traites sur ta chaîne, j'aurais aimé savoir pourquoi tu as décidé de créer celle-ci, et donc développer un peu, là tu l'as un tout petit peu fait, mais si tu pouvais développer un peu plus la place qu'occupe la bande dessinée dans ta vie. J'ai créé la chaîne du Fils de Bulle parce que il n'y avait pas vraiment de contenu qui existait à l'époque sur la bande dessinée. En tout cas, qui répondait pas à ce que moi je cherchais à propos de la bande dessinée. La majorité du contenu BD sur YouTube, c'est des vidéos où les gens présentent leurs achats de bande dessinée. J'ai acheté ça ce mois-ci, c'est super bien. Les dessins, ils sont très jolis. Le scénario, il m'a plu. Et moi, c'est pas des choses qui vont me convaincre, en fait. Moi, j'ai besoin qu'on me présente un peu les planches, qu'on m'explique en quoi c'est bien. Qu'on essaie de voir en quoi la construction de planches permet de ressentir telle émotion. C'est pas juste une question en fait de les dessins ils sont beaux et les scénarios ils sont bien écrits. La BD c'est un peu plus que ça, c'est un ensemble et notamment la construction des planches qui est vachement importante. Et ça dans la majorité des chaînes YouTube sur la bande dessinée ils en parlent jamais. Il y a BD Mancy quand même faut le citer, qui fait des vidéos où il analyse en profondeur des planches de bande dessinée. Mais à part lui il y avait personne donc je me suis installé dans la niche si on peut dire ça comme ça. Effectivement. Et est-ce que tu peux juste en dire un peu plus justement sur cet aspect, voilà, qu'est-ce qui fait une bonne BD au-delà des considérations, on va dire, esthétiques de base qui sont visibles par le profane? Tu parlais de choses un peu techniques, est-ce que tu peux développer ça? Pour faire simple, on va dire qu'en bande dessinée, il y a deux éléments principaux qui sont pas du tout le texte et l'image. C'est ce qu'on appelle le linéaire et le tabulaire. Okay. Le linéaire, c'est l'action qui va être représentée dans la succession des cases.
Et le tabulaire, ça va être la façon dont ces cases vont être agencées dans la planche. Ok. Est-ce que tu peux parler un peu de l'évolution de ta chaîne? Tu as plusieurs formats. Est-ce que tu peux clarifier un peu tout ça? En plus, c'est une chaîne qui a un peu bougé, j'ai l'impression. Tu as un format qui est très récent. Est-ce que tu peux développer ça? À l'origine, j'avais un format qui s'appelait BD-ROM. C'était des petites capsules de 5-10 minutes dans lesquelles je présentais des bandes dessinées. Et rapidement, je me suis senti un peu à l'étroit dans ce format parce que en si peu de temps, j'ai pas assez le temps de développer. C'est pour ça que, en fait, le format BD-ROM est terminé et je l'ai remplacé par le format Lisez des BD. Donc là, c'est plus un format de 15 à 30 minutes dans lesquels je prends une bande dessinée ou un thème que j'essaye de développer au maximum. Ça, c'est ce qui va devenir le format principal de la chaîne. Et le second format principal, c'est celui sur les BD de YouTubeurs, qui sont aussi des vidéos de plus en plus longues, dans lesquelles on va de plus en plus en profondeur dans les choses. Et à part ça, c'est des interviews soit d'auteurs, soit de personnalités de YouTube, mais toujours en relation avec la bande dessinée. Par exemple, on avait interviewé Antoine Goya. Il avait fait criser des gens il y a 1 ou 2 ans en crachant un peu sur la bande dessinée. Et les gens avaient mal compris son message. Et la plupart des gens qui ont réagi à sa vidéo, ils ont fait des vidéos pour dire ah, Antoine il se trompe, Antoine c'est un menteur, il aime pas la bande dessinée. Et moi en fait j'ai fait l'inverse. J'ai fait une vidéo qui avait bien marché à l'époque. J'ai fait la BD préférée d'Antoine Goya. Et c'est une vidéo dans laquelle je reviens sur une des BD dont il a parlé très brièvement dans une de ses vidéos et où j'ai expliqué en quoi cette BD c'était une bonne BD. Et tout ça pour montrer qu'en fait Antoine aimait réellement la bande dessinée et en plus des bonnes bandes dessinées et que les gens avaient juste mal compris son message. Ok. Alors je vais pas te faire l'affront de te demander si la bande dessinée c'est pour les enfants. Par contre, j'aimerais bien que tu me dises ce qui d'après toi fait la singularité, la particularité de ce média. La particularité de ce média, c'est qu'en fait, on a toujours visuellement l'ensemble de la planche quand on lit une bande dessinée. Souvent, on pense qu'on lit une vignette après une vignette et une vignette, mais en fait, c'est faux. En fait, tu lis une vignette, mais à côté, dans ton champ de vision, tu as toujours l'ensemble de la planche qui est là. Et qui parfois peut parasiter ta lecture. Par exemple, te spoiler, te divulgacher un peu ce qui va se passer après. Et en fait, ce qui pourrait être un défaut dans la bande dessinée, c'est aussi un de ses plus grands avantages. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir construire tes planches de telle façon à ce que la manière dont tu spatialises tes vignettes au sein de la planche va pouvoir raconter quelque chose de plus que juste la succession de vignettes. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, c'est très clair. Et comment tu perçois, d'ailleurs tu l'as un peu évoqué, mais je voulais qu'on rentre un peu dans le détail, comment tu perçois les différentes niches qui existent dans la BD? Donc par niche, j'entends, parce que généralement nous quand on parle de bande dessinée en France, on pense surtout à la BD, ce qu'on appelle franco-belge, donc ça va être des références comme Astérix, Spirou, etc. Mais tu l'as dit un peu plus tôt, toi tu as aussi eu des périodes où tu lisais beaucoup de mangas, des comics aussi américains, c'est aussi de la bande dessinée. Comment tu différencies un peu tout ça, peut-être au niveau technique par exemple? Et est-ce que ce sont toujours des choses que tu apprécies ou au contraire, est-ce que tu es vraiment retourné à la BD franco-belge? Concernant les différences entre le manga, le comics et le franco-belge, c'est des questions qui sont extrêmement compliquées. Et même moi, j'ai pas encore réussi à trancher. J'y réfléchis souvent, mais j'ai pas de réponse. J'arrive pas à définir exactement ce qui fait les différences entre chaque médium. Il y a pas mal de gens qui disent que, au fond, c'est la même chose, parce que les trois, c'est de la bande dessinée, donc quelle que soit l'origine de la bande dessinée, ça reste de la BD, c'est le même art, donc c'est la même chose. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des différences fondamentales entre le comics, le manga, le franco-belge, que ce soit de la manière dont les auteurs découpent les planches, de la manière dont ils abordent leur histoire, les personnages qu'ils utilisent, les clichés un peu qu'il va y avoir. J'ai l'impression quand même que chaque culture a sa propre vision de la bande dessinée. Même si actuellement, là on est en 2022, c'est un peu moins vrai, parce que avec la mondialisation, en fait, les auteurs de chaque culture s'influencent les uns les autres. Et il y a beaucoup de mangaka qui sont influencés par du franco-belge, beaucoup d'auteurs de franco-belge qui sont influencés par le manga, le comics. Donc les différences ont tendance à s'amoindrir un peu, mais il y a quand même quelque chose qui reste, qui fait que chaque culture a sa propre BD particulière, en quelque sorte. Mais c'est une question très compliquée. Il faudrait des vidéos de 1 heure, 2 heures pour essayer d'expliquer les réelles différences et ressemblances entre chaque. Moi, je suis plus sur le franco-belge parce que ça me parle plus que les autres formes de bande dessinée. Mais c'est aussi qu'il y a tellement de choses qui sortent en manga, en comics et en franco-belge que faut bien faire un choix au bout d'un moment. Et si tu as envie d'explorer un médium à fond, tu es obligé de choisir juste une branche du médium. J'ai pas le temps ni l'argent pour lire tout ce que j'aimerais lire. Donc je respecte le manga et le comics, c'est juste que le franco-belge me parle un peu plus, donc je me focalise dessus.
Ok, c'est un bon moment, parce que tu parlais de temps et d'argent, c'est un bon moment pour souligner que le Fils de Bulle a une page Tipeee. Donc si vous aimez la BD, allez soutenir le Fils de Bulle. Mais très intéressant tout ça. Du point de vue du profane, c'est assez dur de trancher aussi, et ça me surprend, et en même temps pas tant que ça, que ce soit une question complexe même pour des connaisseurs, quoi. Enfin bref, du coup, on va enchaîner et parler un peu plus du contenu de ta chaîne. Il y a quelques temps, tu avais fait une vidéo sur les cahiers d'Esther de Riyad Satouf, mais à travers le prisme de la réaction d'un vidéaste qui s'appelle Psychodélique. Dans les auditeurs de mon podcast, je sais qu'il y a des gens qui sont pas aussi YouTube que toi et moi. Est-ce que tu peux expliquer un peu qui est Psycho, de manière plus importante aussi, qui est Riyad Satouf, et nous raconter un peu cet arc sur les cahiers d'Esther? Je crois qu'on dit psyo et pas psycho d'ailleurs. Oui, techniquement, j'ai tort. On a tous tendance. J'ai tort. Mais en fait, psychodélique, ça n'a pas de sens pour moi, donc je l'appelle psychodélique. Psychodélique, c'est un YouTuber qui sort une dizaine de vidéos par jour, toujours sur des dramas, souvent entre les YouTubers ou sur des dramas d'actualité, souvent sur les mêmes thèmes, qui sont le wokisme, comme il dit, le féminisme, le gauchisme, ce genre de choses. Il se revendique d'une neutralité incroyable, mais en réalité, je pense qu'il est plutôt à tendance d'extrême droite, même s'il refuse de l'admettre. Parce qu'en fait, tout simplement, on le voit plus souvent discuter et défendre des personnalités d'extrême droite que celles de gauche. Même si c'est vrai que des fois, il tape un peu sur tout le monde, il y a quand même une certaine tendance à préférer un camp plus que l'autre. Mais au-delà de ça, c'est pas très important. Au pire, ces choix politiques, au fond, ne nous regardent pas, on va dire. Ce qui est important, c'est ce qu'il va dire dans ses vidéos. Et en général, dans ses vidéos, il va être un peu approximatif. Il va jamais vérifier ses sources. Il va juste répéter des informations sans chercher à savoir si elles sont vraies ou pas. Et donc, il a fait une vidéo sur Riyad Satouf, sur les cahiers d'Esther, dans lequel il disait factuellement que les cahiers d'Esther, c'était une BD woke. Ce qui est en fait factuellement faux quand tu connais la bande dessinée. Il y a même une certaine critique de cette tendance du wokisme dans les cahiers d'Esther. Et donc moi, j'ai fait une vidéo réponse pour montrer que Psyo parlait d'une chose qu'il ne connaissait pas, en l'occurrence la bande dessinée, et qu'en vrai, on pouvait étendre sa méconnaissance à l'ensemble des sujets dont il parlait. Parce que s'il se renseigne pas sur le simple sujet de la bande dessinée, qui est en plus super simple à vérifier, il suffit d'ouvrir le bouquin ou de lire des articles sur Internet. Et s'il se renseigne pas juste sur ce sujet de la bande dessinée, est-ce que vous pensez qu'il se renseigne sur les autres sujets? C'est ça, en fait, c'est une question de source. C'est si Psyo raconte de la merde sur un sujet aussi anodin pour la plupart des gens que la bande dessinée, pourquoi le croire sur des sujets qui sont plus importants? C'était un peu ça le propos de la vidéo. Et donc justement, un peu plus tôt, tu en as parlé, tu as fait plusieurs vidéos sur des BD de youtubeurs. Je pense notamment à celle de Squeezie, Emma Cake Cup, et puis il y avait aussi celle de Actu Animé. On a un peu l'impression que dès qu'un vidéaste veut vendre un produit dérivé, il s'oriente vers la bande dessinée. Comment t'expliques ça? Est-ce qu'il y a cette idée qu'une BD c'est facile à faire et qu'il n'y a pas une vraie démarche artistique et puis un vrai travail technique derrière? Je pense qu'il y a un peu de ça. En fait, il suffit de voir le problème comme ça. Dès qu'un youtubeur sort une bande dessinée, c'est toujours une bande dessinée qui est un produit dérivé de sa chaîne. Squeezie, il a fait une BD sur les threads d'horreur parce qu'il fait des threads d'horreur sur sa chaîne. Le précepteur, il a fait une BD sur la philosophie parce qu'il parle de philosophie sur sa chaîne. Et c'est toujours ça, en fait. C'est toujours des produits dérivés de leur chaîne. C'est jamais un produit artistique où ils essaient de servir de leur talent d'auteur pour raconter quelque chose. En gros, ils conçoivent toujours la bande dessinée comme un produit dérivé de ce qu'ils savent déjà faire. Sauf que peut-être que par exemple le précepteur sait parler de philosophie, et moi j'aime bien ses vidéos, je les trouve très bien faites, mais par contre il y connaît rien sur la bande dessinée. Donc ça veut dire que sa BD elle va avoir un petit problème en fait. Elle va peut-être être bonne du point de vue de la philosophie, mais pas de la bande dessinée. Parce que pour lui, la bande dessinée, c'est juste le support pour propager sa philosophie. Mais en fait, la bande dessinée, c'est plus que ça. Il faut comprendre les codes de la BD, comment on construit une BD. Sinon, forcément, ta BD, ce sera un peu de la merde. Et tu peux détailler un peu du coup, parce que donc moi j'ai regardé un petit peu, parce que tu m'as dit du coup que sur Ulule, donc en fait pour les auditeurs et auditrices, le précepteur c'est un vidéaste philo qui a aussi un podcast d'ailleurs qui est très bien. C'est un peu un concurrent pour moi limite, bon, sauf que lui il a une grosse audience. Et moi je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait, effectivement, quand il parle de philo. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais je trouve qu'il a une bonne connaissance des penseurs qu'il aborde, et je trouve qu'il est assez pédagogue. Mais donc effectivement, il a créé il y a quelque temps là un financement participatif donc sur Ulule pour financer ce projet de bande dessinée qui parle de philo. Donc la démarche, ça peut être assez louable d'ailleurs, c'est d'avoir
un nouveau médium de vulgarisation philosophique avec la bande dessinée. J'ai regardé un peu les quelques planches qui sont visibles d'ores et déjà sur la page du financement participatif. J'ai pas trouvé ça incroyable, mais en fait j'ai tellement peu d'expertise sur la bande dessinée que voilà, c'est difficile d'avoir un avis vraiment construit pour moi. Est-ce que tu peux détailler un peu ce qui t'a semblé intéressant ou pas intéressant sur ce que tu as vu jusqu'à présent de ce projet? Dans sa bande dessinée, il va parler de 10 philosophes, donc il y aura 10 chapitres dans la bande dessinée, et chaque chapitre se divise avec 4 pages qui racontent la vie du philosophe, donc c'est une biographie, et 2 pages qui sont des pages de petits cours de philosophie. Dans les 4 pages de biographie, c'est juste en fait un ensemble d'anecdotes sur le philosophe qui apprend rien sur la philosophie en elle-même, ni comment apprendre à philosopher, ni la philosophie réelle de l'auteur dont il parle. C'est juste des petites anecdotes du genre qu'on se raconterait en buvant une bière entre potes. Schopenhauer, il a donné tout son héritage à son chien, tu vois. Ça, c'est marrant. Mais au sein de la bande dessinée, ça n'apporte rien. Donc ça, c'est en fait ces 4 pages dans son chapitre qui n'apportent rien du tout sur la bande dessinée, et donc dont on aurait pu se passer. Et il reste après 2 pages qui sont des pages de mini-cours de philosophie, qui sont très bien écrits et très intéressants. Mais dans ces 2 pages, au niveau de la bande dessinée pure, ça n'a aucun intérêt en fait. T'as quelques bulles de texte avec des illustrations de Schopenhauer sur une carriole qui traverse la ville. Ça n'a aucun rapport avec le texte que le précepteur écrit pour décrire la philosophie de Schopenhauer. Donc c'est juste une illustration qui n'a aucun sens sur un texte qui est intéressant. Donc la question c'est pourquoi faire 4 pages de biographie qui servent à rien, et pourquoi ce qui est vraiment intéressant, donc la pensée de Schopenhauer, tu le mets que sur 2 pages et avec des illustrations qui sont inutiles. Pourquoi ne pas juste sortir un livre de philosophie, en fait? Ok, intéressant. Et au niveau artistique, qu'est-ce que tu en as pensé de du peu que tu as vu jusqu'à présent? C'est une question qui est un peu dure parce que récemment, le dessinateur de la BD s'est inscrit sur Twitter pour répondre aux commentaires concernant la bande dessinée, parce que beaucoup de personnes ont dit que c'était très moche, qu'il avait aucun talent et tout. Aïe. Et apparemment, il l'a pas très bien pris, ça lui a fait un peu de mal, ce que je peux comprendre, parce qu'en fait, le précepteur et AG sont entrés un peu dans un conflit. AG s'est moqué un peu de la bande dessinée, et du coup, la plupart des fans, AG c'est Analgénocide pour les auditeurs. Antoine Goya maintenant. Ouais, Antoine Goya, soyons polis, restons polis. Donc effectivement, il y a un drama entre Charles Robin, donc le précepteur, et Antoine Goya, qui est un autre vidéaste qui parle aussi de temps en temps de philo. Et vas-y, je te laisse poursuivre. Et donc le dessinateur de la bande dessinée du précepteur, en fait, il est coincé dans le drama entre d'un côté le précepteur et de l'autre Antoine Goya. Donc il se prend plein de critiques alors que lui, là, en fait, ce qu'a dit le précepteur sur Antoine Goya dans leur petit conflit, ça concerne pas du tout le dessinateur. Mais finalement, le dessinateur s'en prend plein la gueule à cause de ça. Donc c'est un peu dommage. Après, moi, je trouve que son trait n'est pas très joli, et ça vient de son style réaliste, en fait. Un style réaliste, il suffit qu'un trait soit mal placé et t'as un visage qui est complètement déformé. Par exemple, il y a une case dans l'extrait où Schopenhauer il pleure devant une scène de théâtre en disant Sniff, c'est triste. Cette case est extrêmement moche. Désolé pour le dessinateur, mais c'est très mal fait. Il n'y a aucune émotion qui est retranscrite dedans. On a juste envie de rigoler alors que c'est censé être triste, je suppose. Mais à côté de ça, il se prend un harcèlement qui, je pense, n'est pas mérité. Voilà, parce que des dessins comme il le fait, c'est pas des dessins qui sont véritablement laids, en fait. Ils sont pas moches. Il y a plein de bandes dessinées qui sortent dans le commerce, faits par des plus ou moins grands auteurs qui sont, on va dire, du même niveau graphique, quoi. C'est ni très joli, ni très moche, c'est juste un peu osef. Sauf que lui, il s'en prend plein la gueule parce que le percepteur s'est fait clasher un peu par AG, donc c'est un peu dommage. Donc tout mon soutien à lui, même si j'apprécie pas son dessin et que je pense que j'apprécierai pas non plus la bande dessinée. Tout mon soutien, parce que ça doit être dur de se faire critiquer par plein d'inconnus comme ça sur Twitter, alors que, comme il le dit, il a rien demandé. C'est vrai que ça, c'est quelque chose... c'est une parenthèse, hein, mais comme tu viens de l'évoquer, c'est quelque chose dont je pense qu'on ne se rend pas nécessairement compte quand on ne fait pas de la création de contenu. Mais ouais, il y a des choses qui sont quand même difficiles à vivre parfois. Voilà, donc si je peux profiter de cette micro-parenthèse pour faire passer ce message... essayez de vous rappeler quand vous faites des commentaires sur YouTube qu'il y a des personnes en fait derrière les comptes YouTube, des vrais êtres humains, parce que des fois franchement il y en a qui ont vraiment pas de cœur, quoi. Et j'en profite pour dire quelque chose, parce qu'on va peut-être me dire que je suis hypocrite parce que moi je me moque des BD de youtubeurs en vidéo, et en fait c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à faire ces vidéos là, et que j'hésite à chaque fois avant de les sortir,
Parce qu'en fait, ça me fait gagner de la visibilité, hein. On va être honnête, c'est les vidéos qui marchent le mieux et qui me rapportent le plus d'abonnés. Et je me dis que grâce à ces vidéos, je pourrais montrer ensuite des BD plus obscurs à mon public, en fait. Mais je sais qu'à chaque fois que je fais ça, bah forcément, je vais blesser des gens. Par exemple, Alexis de l'actu animé, dont j'avais parlé dans une vidéo, s'il regarde la vidéo, je suppose qu'il va pas être très heureux, que ça va peut-être le blesser dans son ego. Donc voilà, j'ai un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Entre, bah, d'un côté, leurs BD sont mauvaises, du coup, faut le dire, et de l'autre, bah, quand même, il y a des êtres humains derrière qui peuvent être blessés. Bien sûr. Bien sûr. Après, attends, il y a quand même une différence entre... Enfin, je veux dire, moi, ce que je disais là, c'était pas par rapport aux critiques en général. La critique, quand elle est constructive et pas trop malveillante, il n'y a pas de problème. En tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de problème. Là, moi, ce que je disais plus, c'était par rapport aux gens... Enfin, il y a vraiment certains commentaires qui sont de la méchanceté gratuite, pas sur le fond, quoi. Il y a rien de constructif. C'est plus à ça que je pensais. Après, effectivement, bien sûr, hein, quand on fait une critique ou quand on reçoit une critique, il y a toujours forcément une part d'ego qui peut être blessée, mais si on arrive à prendre sur soi et à essayer de voir le fond du propos, je pense qu'une critique, si elle est légitime et constructive, peut être utile, même si, oui, ça peut toujours avoir un côté blessant, quoi. Du coup, parenthèse fermée, on a évoqué pas mal de choses. On approche de la fin de l'interview. Avant la partie question bonus, j'aurais aimé savoir si il y a d'autres chaînes, tu en as mentionné 2, je crois, mais s'il y a d'autres chaînes qui parlent de BD ou de manga ou de comics que tu suis et qui te paraissent intéressants à recommander, peut-être redonne les 2 que tu as mentionné un peu plus tôt, et s'il y en a d'autres qui te viennent en plus, c'est pas mal. La première dont j'avais parlé, c'est BD Mancy, qui fait des études de planche plutôt approfondies. C'est un peu le meilleur dans ce domaine, sur YouTube en tout cas. Ça reste le maître en études de planche. La seconde, c'était La Cité de la BD, qui est une chaîne plutôt d'interviews, où parfois il y a des cours aussi de théoriciens de la BD dessus. Donc ça pourrait intéresser des gens. Et concernant le reste, j'aurais honnêtement rien de particulier à conseiller. Pour le comics et le manga, je connais pas assez les chaînes pour pouvoir juger de s'ils sont pertinents ou pas. Mais en franco-belge, à part celle que je vous ai mentionnée, pour l'instant, il n'y a pas grand monde de pertinent à citer, malheureusement. Si ce n'est le fils de Bulle, bien sûr. Bien sûr. Et merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu as des choses à ajouter sur les différents sujets qu'on a évoqués, YouTube, la BD, sous toutes ses formes, ou même sur d'autres sujets? Peut-être raconter une petite anecdote vas-y. sur pourquoi je suis passé du comics au franco-belge. Durant mes études de philosophie, j'étais un gros fan de comics, notamment de DC Comics et des comics indépendants. Je lisais beaucoup, et toutes mes étagères étaient remplies de comics. Et est venue la fin de mes études, où j'ai dû rejoindre le monde du travail, m'acheter une voiture et tout ça. Et il se trouve que du coup, j'avais pas d'argent pour m'acheter une voiture et pour payer mes premiers loyers. Donc j'ai dû revendre l'ensemble de ma collection de comics. Wow. Ok. Ça t'a brisé le cœur un peu, non? Ça m'a un peu brisé le cœur. Et à la fin, du coup, j'avais une voiture, mais j'avais plus de collection de comics. Après mon premier salaire, je me suis posé la question, est-ce que du coup, je rachète tout ce que j'avais avant, ou est-ce que j'essaye de découvrir autre chose? Et finalement, j'ai décidé de me retourner vers le franco-belge, et j'ai aucun regret, parce que, je dis ça pour la polémique, le franco-belge est largement au-dessus de l'univers des comics. Très bon mot de la fin. Écoute, merci encore. Je redirige une nouvelle fois les auditeurs et auditrices vers ta chaîne, donc le Fils de Bulle. Et on peut aussi te retrouver sur Insta et sur Twitter. Donc ton handle, c'est @lovescure, Lov, pardon, SKUR. Est-ce que tu as d'autres liens vers des réseaux sociaux, des choses comme ça à partager? À part Twitter et Instagram, j'ai rien d'autre. Ok, parfait. Écoute, du coup, la dernière partie maintenant, c'est ce que j'appelle les questions bonus, qui sont, je sais pas si tu as déjà vu ces interviews, mais c'est des trucs pas tellement sérieux. Oui, j'ai vu celle de Game Focus. Ah, ok, parfait. Sur les canards et les chevaux. Du coup, voilà, donc tu as tout à fait compris la nature de ces questions. On m'a fait remarquer récemment, une amie qui écoute mon podcast m'a fait remarquer que je posais un peu trop les mêmes questions dans cette section. Donc pour le coup, j'ai changé complètement. On peut attaquer du coup tout de suite. D'ailleurs, chose particulière, pour une fois, je t'avais préparé... Alors, je t'ai préparé full disclosure, comme disent les anglophones, je t'ai préparé à aucune question de cette interview, ni parmi les questions sérieuses, ni parmi les questions bonus, si ce n'est une seule, par laquelle on va commencer. Si tu devais te battre contre un personnage historique, ce serait qui et pourquoi? Alors ça, c'est une question que tu m'as posée en avance, et du coup, ça m'a trotté dans la tête toute la journée. Et la question qui m'est venue, c'est pourquoi me battre contre un personnage historique? Parce que c'est ça qui est important, c'est pourquoi j'irais frapper quelqu'un. Parce que moi, tu me vois à la caméra, je suis pas bodybuildé, tu vois. Donc, pour que moi j'aille frapper quelqu'un,
c'est que doit y avoir une raison particulière, parce que je risque de m'en prendre une en retour, et ça risque de très mal se passer. Bah, ça dépend qui tu choisis. Si tu choisis Gandhi, je pense que Gandhi, tu le dérouilles, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais du coup, je me suis posé la question, et je pense que la plupart des gens diraient des choses comme ah, bah, j'irais frapper Hitler, ou ce genre de choses, tu vois. C'est marrant, pourquoi c'est curieux, pourquoi ce serait forcément quelqu'un... Tu peux te battre contre quelqu'un que t'estimes, tu vois. Ça peut être un match de boxe en mode... Ah, mais justement, c'est parce que c'est pas ça ma réponse. Ah, ok. Alors vas-y. Après, j'ai hésité, un personnage historique, pour la blague, à frapper ma maman ou mon papa, tu vois. Mais peut-être qu'ils vont écouter la vidéo, donc ils seraient pas très contents. Mhm. Et ma réponse, finalement, c'est j'aurais frappé Topfer. Quoi? Topfer, je crois que c'est un Suisse. Ouais. Ça doit dater d'il y a 2 siècles. Et en fait, c'est ce personnage historique qu'on considère comme étant le père de la bande dessinée. Oh. Et donc, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est d'aller toquer chez lui, de lui mettre une grosse tarte et de lui voler tous ses travaux et faire genre que c'est moi l'inventeur de la bande dessinée. J'imagine dans les livres d'histoire, l'obscur, l'inventeur de la bande dessinée, le père fondateur de la bande dessinée. Pas mal. Ça aurait été incroyable. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est marrant parce que du coup, effectivement, en faisant préparer cette question, on obtient une réponse différente et inattendue. Ok. Prochaine question bonus. Donc là, ça va être plus du tac au tac. Tu préfères, donc c'est un tu préfères, j'en ai 2 comme ça, c'est des tu préfères où tu as un choix unique. Tu préfères être dans le coma pendant 10 ans ou en prison pendant 5 ans? Dans le coma pendant 10 ans. Ok. Je crois que je supporterais pas d'être privé de liberté et d'être enfermé dans la même pièce toute ma vie. Je pense que je deviendrais fou. Ok. Donc je préfère ne pas savoir ce qui se passe autour de moi et me réveiller plus tard. Ah mais c'est chaud, 10 ans quand même de coma, ça veut dire que tu vois, tu te réveilles et tous tes proches sont... Enfin, tout a changé, tu vois. Bah oui, mais je pense que quand tu sors de prison, c'est pareil. Je pense que tu as l'impression que le monde autour de toi, il a changé, que les gens ont changé, et que toi, bah, t'es juste resté enfermé dans une cellule pendant 5 ans, et que les gens que t'aimais avant, bah, en fait, c'est plus les mêmes que ceux d'avant. Tu vois. C'est pas con ce que tu dis, tu marques un point. Donc autant ne pas souffrir dans une pièce et juste se réveiller tranquillement, et puis les gens, ils auront changé, bah, faudra s'adapter de toute façon. Okay. Mais autant ne pas souffrir dans l'histoire. Très bonne réponse. Deuxième question bonus sur le module tu préférerais perdre la vue ou la mémoire? Étant donné que je suis un grand lecteur de bandes dessinées, mais aussi de romans et d'écrits philosophiques, forcément, si je deviens aveugle, ce sera un peu plus compliqué. Bon, faudrait que j'apprenne le braille et tout ça, et je suis un peu un flemmard, donc je sais même pas si je pourrais. Ah, et maintenant, il y a des livres audio. Pour les livres. Pour la BD, c'est plus compliqué. Oui, il y aura bientôt un épisode sur la BD audio, d'ailleurs, sur la chaîne, en début 2023. Ok. Petit teaser. Ok. Mais en même temps, la mémoire... Mais ça veut dire quoi, la mémoire? Ça veut dire que je sais jamais ce qui s'est passé la veille. Non, c'est pas... Non, c'est juste... tu deviens amnésique, mais c'est pas... Comment dire? C'est pas une perte de la mémoire continue. C'est pas que tu oublies ce qui s'est passé chaque jour. C'est que tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, tu l'oublies. Ouais, je préfère perdre la vue. Parce que même les événements traumatisants ou qu'on aimerait oublier dans notre passé, je pense que c'est ça qui nous a forgés. Donc on peut pas s'en passer. Alors que la vue, bah écoute, je m'adapterai. Je ferai plus de vidéos sur la bande dessinée, tant pis. Ok, intéressant. Alors, scénario fictif, tu reçois en cadeau un éléphant. Tu peux pas le vendre, tu peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais de l'éléphant? Bah écoute, on va imaginer, vu que c'est un scénario fictif, que j'ai un énorme jardin. Je pense que je vais essayer de le dresser. Je vais bien me renseigner avant. Je vais compiler des livres et des articles pour savoir comment on dresse un éléphant. Et soit bah je deviens pote avec lui, et du coup je monterai sur son dos pour me balader dans la ville. Soit si je vois qu'il est malheureux avec moi, bah j'essaierai de le ramener dans sa zone naturelle. Ok, très bonne réponse. Et pour finir, une dernière petite question bonus. Est-ce que tu pourrais me donner quelques idées d'alternatives à la guerre qui permettraient aux pays de résoudre leurs litiges? C'est une très bonne question bonus, ça. Merci. Tout d'abord, un concours de bande dessinée. Je pense que ça réglerait pas mal de problèmes sur cette terre. On prend un artiste de chaque pays qui sont en conflit, on leur donne un thème, on leur donne 24 heures pour créer une bande dessinée. Et ensuite, bien sûr, on fait un test en double aveugle pour que les gens de chaque pays puissent voter pour leur artiste préféré. Celui qui récoltera le plus de voix sera élu gagnant, et le pays opposé devra se soumettre à son adversaire. Ok, parfait. Très bon mot de la fin, on reste dans l'univers BD. Merci encore une fois, je redirige les auditeurs et auditrices vers ta chaîne Fils de Bulle. À bientôt l'Obscur, ciao. Ciao.
Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir. Vous pouvez le recommander ou le suivre sur Apple et Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez le partager à vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux, ou même en parler sur votre propre blog ou dans votre propre podcast. Enfin, comme indiqué en début d'épisode, vous pouvez financer Nouveau Paradigme directement en vous rendant sur patreon.com/noéjacomet. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est vraiment grâce à vous que ce podcast peut continuer à exister et se pérenniser.